Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce retour de la semaine de relâche. Pour être honnête, présentement, moi je suis encore à Cuba, donc je suis en voyage, là, je profite un petit peu de mes vacances. Bon, là, on comprend que présentement, je ne suis pas réellement à Cuba parce que je suis à l'école en train de me filmer. En passant, demain, c'est l'Expo Science. C'est le même. Puis, ben là, c'est ça, ben, je suis encore en vacances, fait que j'avais pensé faire la petite vidéo avant. Fait que, pour commencer, ouais, on va distribuer les nouveaux cahiers sur la vitesse de réaction. Donc, la cinétique chimique, vitesse de réaction, pour être plus précis. C'est quoi la vitesse d'une réaction? Ouais, on va y aller avec la définition la plus simple. Okay? Donc là, on est à la page 1. Okay? Donc, la vitesse de réaction correspond à la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit en fonction du temps. Donc, la vitesse de réaction correspond à la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit en fonction du temps. Il en existe deux méthodes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si je vais comme ça ici, là, au pire, on paye ça sur pause si je vais trop vite, là. Mais quand même. Donc, de façon générale, ça veut dire que la vitesse peut s'exprimer à la vitesse à laquelle un réactif disparaît ou la vitesse à laquelle un produit va être formé. Donc, par conséquent, si je vais de même, la vitesse peut être, dans la méthode 1, la variation, exemple, de la quantité de réactif sur la variation du temps. Et sachez, on va le mettre en valeur absolue parce qu'une vitesse de réaction, c'est toujours positif. On peut avoir aussi la vitesse en fonction des produits, donc la variation de quantité de produits divisé par le temps. Donc, soit qu'on le fait en fonction des réactifs ou on le fait en fonction des produits. Tout à l'heure, on va se faire un petit exemple là-dessus. Donc, c'est la variation de c'est la quantité de réactif qui réagit ou la quantité tout simplement de produit qui va être formé, tout simplement. OK. Si je poursuis, c'est sûr qu'expérimentalement, puis on va en faire quelques-unes. Regardez, j'ai des exemples ici. Je pourrais mesurer la masse, je peux mesurer le volume, la pression, une concentration, ce qui va être un petit peu nouveau, puis on peut y aller en nombre de particules. Ça, ici, on est plus théorique, si vous voulez mon avis. Donc, la masse, on la mesure avec une balance. Le calcul de la vitesse, puis regardez, les tripeux de formules, puis tout ça, il n'y a pas à en apprendre 50 000. C'est juste que, pour ma vitesse, ben, ça va être encore en valeur absolue la variation de la masse sur la variation du temps. Sauf que là, on va comprendre que mon unité de vitesse va être des grammes par seconde, donc grammes par seconde. Si je vais en fonction d'un volume,
Bon, on peut le faire avec un cylindre gradué, oui, mais souvent la buvette à gaz, comme on a fait avec la poudre du grand-père. Donc, puis on va le faire, c'est d'ailleurs une technique qu'on va utiliser avec notre gros lab de cette étape-ci. Donc, la vitesse, encore une fois, c'est simplement la variation de vitesse, la variation de volume sur la variation du temps, encore en valeur absolue. Ici, bon, on peut être en litres par seconde, millilitres par seconde, donc c'est un exemple. Donc, millilitres par seconde, litres par seconde, donc c'est des unités qui sont possibles. Avec la pression en manomètre, la première étape, on a vu, veut pas, avec les gaz, ben, on comprend que si la pression augmente, c'est une augmentation de concentration. Okay? J'augmente mon nombre de particules. Ici, si je suis capable de le mesurer dans le temps, ben, je pourrais déterminer une vitesse à partir d'une variation de pression, toujours par unité de temps. Okay? On fait attention, T minuscule. On va être ici en kilopascal par seconde. Au niveau de la concentration, vous n'avez pas vraiment déjà utilisé les spectrophotomètres, mais le pH mètre. Le pH mètre, on ne s'en souvient peut-être pas, mais l'unité de pH, c'est la concentration en ion H+. Donc, si on est dans une solution acide ou basique, ben, on va pouvoir tout simplement déterminer la variation de la concentration. Donc, tu prends ton pH avant, pH à la fin. Donc, on est capable d'avoir notre variation ici de concentration. Donc, la vitesse, petit v, tout est important. Là, tantôt, j'insistais sur le petit t pour le temps par rapport à la température qui est T majuscule. Bien, ici, la vitesse, c'est V minuscule, parce qu'on se rappelle que je vais avoir un V majuscule au niveau du volume. Ici, quoi qu'il y a rien qui ressemble plus à un V minuscule qu'un V majuscule, on s'entend là-dessus. Donc, la vitesse pour les concentrations, variation de la concentration, donc, j'ai oublié ma variation. Donc, variation de la concentration sur la variation de temps, toujours en valeur absolue. La vitesse ici, elle va se mesurer en mol par litre par seconde. Donc, des mols par litre seconde. Okay. Au niveau des particules, il n'y a pas d'appareil pour pouvoir le mesurer. Donc, encore là, c'est petit v, j'ai la tête dure, petit v, ça va être la variation ici de la quantité. Le nombre de moles, vous le savez que je ne veux plus entendre ce mot-là. Je vais vous demander c'est quoi votre masse. Je ne vous demanderai pas vous avez combien de kilogrammes. C'est pas ça, c'est quoi votre nombre de kilogrammes. Non, c'est ta masse que je veux. Donc, variation de la quantité sur la variation de temps, valeur absolue. Et ici, on va tout simplement être en mol par seconde. On va voir un petit exemple. Donc, on poursuit. Page 2. On va y aller avec une petite application, en fait, un exemple. Voici les différentes façons dont on pourrait, en théorie, on dit bien en théorie, calculer la vitesse d'une réaction de neutralisation d'un acide par une base. On a notre équation générale, notre acide plus la base de l'eau et du sel, notre classique. On pourrait, selon la première méthode, donc en fonction des réactifs, je pourrais y aller avec la variation de la quantité de réactifs sur le temps. Donc, exemple, okay, je pourrais faire la variation de concentration de l'acide. Pourquoi je dis concentration? Bon, crayon. On se rappelle qu'ici, mon acide est en phase aqueuse. Ma base aussi aqueuse. Et mon eau, phase liquide, puis mon sel, aqueux. Okay? Donc, quand je suis en phase aqueuse, je suis en solution. Donc, c'est la variation de la concentration. Les petits crochets, ça c'est valeur absolue.
Ça, c'est le crochet, donc la concentration de mon acide. Donc, l'acide, si on veut, au temps 2. Donc, l'acide à la concentration finale, donc à la fin de la réaction, moins ce que j'avais au début sur la variation de temps. Disons que là, on l'a décortiqué pour pas grand-chose, mais donc, toujours final moins initial, comme toutes les variations. Variation de concentration de l'acide en fonction du temps. La base, puisqu'elle est aqueuse, je peux faire aussi la variation de la concentration de la base en fonction du temps. Donc, je pourrais trouver un des deux en connaissant soit ma concentration initiale, puis ma concentration finale. Regardez, avec un acide, c'est pas compliqué, j'irai avec un pH mètre. Donc, si je passe avec, exemple, je pars avec ma neutralisation d'un pH 3, puis je termine avec un pH 5, ça veut dire que ma concentration passe de 1 par 10 à la moins 3 jusqu'à 1 par 10 à la moins 5. Okay, c'est ça qu'on veut dire par les pH. Je vais y revenir à mon retour, là, mais ça reste que c'est ça. Les pH, c'est les concentrations d'ion H+, donc c'est la concentration de mon acide. Le pOH, on ne l'a pas vu encore, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est sensiblement le même principe. Mais ici, je vous dirais que le pH serait une bonne idée. Dans le cas d'un deuxième, et là, essayez de garder en tête acide, base, eau, sel. Pour la deuxième méthode, je vais l'effacer pour les besoins de la cause. La deuxième méthode que je pourrais faire, je pourrais regarder la concentration, donc c'est toujours en fonction des produits. Donc l'évolution de la concentration de l'eau, donc la variation de concentration de l'eau. Ici, déjà, là, on voit qu'il y a quelque chose qui bug parce que de la concentration en eau, ça ne marche pas bien, bien. C'est pour ça qu'on disait en théorie. Donc, variation de concentration de l'eau. Mais je peux y aller avec ma concentration de sel. OK? Donc là, ici, j'irai avec mon spectrophotomètre. Ça pourrait être une idée. Je vous dirais que c'est assez tranquille à l'école. Donc, c'est une méthode qu'on pourra faire. Mais on n'en a pas. OK? Alors, pour la concentration, on pourrait y aller avec la conductibilité peut-être un peu, mais quand même. Fait que bref, c'est une méthode qu'on pourrait utiliser aussi. Là, déjà en partant, là, si j'avais à faire un choix, je vous dirais que celle de l'acide, en fonction de l'acide, serait le meilleur choix par rapport aux 4 autres méthodes. En bref, si on y va comme ça, alors, en chimie, on exprime toujours la vitesse avec un signe positif. Et donc, la valeur, elle est toujours positive. On ajoute les signes valeur absolue, okay, donc valeur absolue, qui permettent de transformer les valeurs négatives en valeurs positives. Dans une réaction chimique donnée, les vitesses exprimées en fonction de chacune des substances sont proportionnelles. Ça, je trouve encore, là, je pourrais vous dire ça. OK, regardez, on va le simplifier, là. En 4, on utilisait la loi de la conservation de la masse. Là, après ça, nous autres, on a dit, les grammes, c'est mal. On va travailler en mol. Pourquoi? Parce que les mols respectent les proportions stéchiométriques. On a vu avec les gaz, à cause de Avogadro, puisque, bon, si on est aux mêmes conditions de température et de pression pour un même volume, j'aurai toujours la même quantité. Donc, bref, si c'est des gaz, les volumes respectent les proportions stéchiométriques. On a vu aussi en énergie, qu'en énergie, ça respecte les proportions stéchiométriques. Que si j'ai 2 fois plus de réactifs, il va y avoir 2 fois plus d'énergie impliquée. Oui, c'est quoi? Et c'est le fun. Les vitesses respectent les proportions stéchiométriques. C'est ça, ça veut dire. Donc, encore une fois, tu vas en trouver une. Je ne vendrai pas le punch, là, c'est pas une alerte. Donc, si j'en trouve une, je peux déterminer les autres par proportion. Donc, si la quantité d'une substance varie, alors obligatoirement, celle des autres variera également selon les coefficients. Bon, regardez, j'ai de la place. Coefficients stéchio. On va l'écrire de même.
de l'équation balancée. Ceci veut dire qu'il est inutile de déterminer la vitesse de réaction en fonction de chaque substance. Donc, il est impossible. Ça ne sert à rien de le faire pour chaque substance parce que à chaque fois que tu en as une, ben, tu peux trouver les autres. Donc, lorsque la vitesse est obtenue en fonction d'une des substances, celles en fonction des autres substances peuvent être obtenues par proportion. Proportion stoichiométrique. J'avais déjà un point. Donc, par proportion stéchiométrique. En théorie, il est équivalent de. Excusez-moi. En théorie, il est équivalent de trouver la vitesse de réaction en fonction d'une substance ou en fonction d'une autre. Cependant, en pratique, il est souvent plus simple de la déterminer en fonction d'une, OK, une en particulier. Dans l'exemple qui nous intéresse, déterminer la vitesse par la variation de la concentration de l'eau. On l'a dit tantôt. Là, c'est le temps de parler, là. Non? Oui? Non? OK. Est impossible. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que dans notre exemple qu'on avait tout à l'heure, ben, je peux prendre la concentration de l'acide avant, après. Je peux prendre la concentration de la base. Okay? Avant, après. On va le voir un petit peu plus tard. Concentration du sel, un peu complexe à faire. Okay? Puis la concentration de l'eau, impossible à faire. Parce que c'est une substance pure, c'est un liquide, il n'y a pas vraiment de concentration là-dedans. Donc c'est un liquide, c'est pas un aqueux. Donc, c'est pur à 100%. Bref, il n'y aura pas de variation. Fait que c'est impossible. Fait que ce que ça veut dire, parce que là, je sens que je suis en train d'en perdre quelques-uns, c'est qu'il faut regarder expérimentalement ce qui est possible. OK? Je donne un exemple. C'est facile, si je prends ma poudre du grand-père. OK? Je peux prendre ma masse de ma poudre au début, je le mets dans l'acide, il réagit tout. À la fin, bref, j'ai plus de poudre. Donc, j'ai ma masse avant, ma masse après. Ben, je peux regarder la vitesse de disparition de ma poudre. OK? Donc, exemple, j'aurais pu faire aussi avec la poudre du grand-père, on recueille le CO2. Donc, j'en ai 0 millilitres au début. J'ai un certain volume à la fin. J'aurais pu mesurer la vitesse de formation de mon CO2. J'aurais pu le faire selon la quantité, parce qu'on a vu comment déterminer la quantité de notre CO2, et avec la loi des gaz parfaits. Fait que, bref, les deux méthodes auraient été pas pires. Jouer sur la variation de concentration de l'acide aurait pu être possible, mais il n'y a pas une grosse variation. Fait que quand même, on ne l'aurait pas fait de même. Ça va jusque-là? OK? Maintenant, un exemple à la page 3. Donc, allons-y avec un premier exemple. On dispose de 0,95 g de magnésium. Donc, j'ai une masse de magnésium de 0,95 g. Dans une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 molaire, donc HCl, une concentration 0,1 mol par litre. Au bout de 280 secondes, j'ai un delta T de 280 secondes, la réaction s'arrête et à ce moment, on note qu'il reste encore 0,50 g de magnésium. Donc, j'ai 0,50 g de magnésium. Ça veut donc dire que c'est ma masse initiale, ma masse finale. Calcule la vitesse de la réaction en grammes de magnésium par seconde. Donc, si on y va de même, ma vitesse ici va être de, OK, on va y aller de même, variation de la masse en fonction du temps. Enfin, je vais y aller linéaire. OK? Donc, si on veut, c'est la masse finale moins
la masse initiale sur la variation de temps. Si on préfère, bon, pas si on préfère, si on fait la suite. Donc, j'ai 0,50 grammes moins 0,95 grammes sur ma variation de temps qui est 280 secondes. OK. Je vais repartir ici. Qui nous donne tout simplement 0, hein, j'ai fait mes calculs, 49,66 grammes par seconde. C'est ça, le pitonique. Et j'imagine que vous êtes là en train d'écrire, puis il n'y a personne qui se casse la tête, il faut juste reproduire ce que je suis en train de faire, pour qu'on ne se casse pas la tête. Mais quand même, bon. On peut y aller avec les chiffres significatifs pour les pratiquer un peu. Donc, on a ici deux chiffres, j'en ai 3, en souhaitant que le 0 en est un. Donc, on va y aller avec deux chiffres significatifs de toute façon, parce qu'on est à 2. Donc, ma vitesse de disparition du magnésium est de 0, ouais, on va y aller de même. On va faire de la place. Donc, si on veut, 0,50 grammes par seconde. Deux chiffres significatifs. S'il y en a qui préfèrent, c'est 5,0 par 10 à la moins 1 gramme par seconde. Deux chiffres significatifs. En B, on nous demande de calculer la vitesse de réaction, mais en mol par seconde. On a deux choix, vous me connaissez, paresseux. Donc, tout simplement, j'aurais pu faire la variation de la quantité N sur la variation de temps. Par conséquent, il aurait fallu que je transforme mes 0,95 grammes en mol, mon 0,50 grammes en mol, je fais la soustraction, mais on peut passer par l'autre chemin. Donc, tout simplement, OK, j'ai ici mon 0,50, j'ai juste à le convertir. Donc, on sait que, à cause de M, M, OK, je peux affirmer que N est égal à M sur M. Par conséquent, je vais juste convertir mon 0,50 grammes. Donc, 0,50 grammes que je vais mettre en, avec ma masse molaire, 24,3 grammes par mol. Donc, la masse molaire du magnésium en soi. Ce qui me donne, en pitonnant, 0, je suis pris en note, 0,20 mol, histoire de respecter mes deux chiffres significatifs. Donc, là, ici, c'est juste une conversion qu'on vient de faire de mon 0,50. Ça veut dire que la vitesse, elle, est de 0,020 mol par seconde. Parce que faites attention, ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti mon 0,50 grammes par seconde en mol par seconde. Comme je vous dis, vous pouvez le tester. Vous avez juste à transformer votre masse initiale en mol, masse finale en mol, puis tout simplement refaire le calcul et magie, vous allez obtenir la même chose. Un autre exemple. Donc, dans la même page, soit la réaction de décomposition du tétraoxyde de diazote. Donc, mon tétraoxyde en dioxyde d'azote. Si la concentration du tétraoxyde de diazote était de 0,25 mol par litre au début et qu'elle n'est que de 0,09 après 62 secondes, quelle est la vitesse de réaction en fonction du tétraoxyde de diazote? Je vais juste me baisser un peu comme ça ici pour m'aider, pour avoir plus de place. Donc, si on veut, j'ai ma concentration de mon N2 au 4. Elle est de, bon, initiale si on veut. Je vous présente une autre façon de le voir. Donc, 0,250 mol par litre.
ma concentration de N2O4 finale est de 0,090 mol par litre. Et j'ai une variation de temps de T de 62 secondes. Et alors, on n'a pas arrêté, on vient de sortir de Q est égal à MC delta T. J'ai le fâcheux réflexe de venir me mettre un T majuscule. C'est vraiment un T minuscule pour le temps. Donc, ma vitesse, variation de la concentration du N2O4 sur mon temps. Donc, je vais y aller de même là, pour sauter un petit bout. Donc, j'ai 0,090 mol par litre moins 0,250 mol par litre sur 62 secondes. J'ai donc une vitesse de, si quelqu'un veut le calculer, quelqu'un le calcule. C'est sûr, criez pas tout en même temps. Je le sais, il n'y a personne là. Mais là, vous autres, vous êtes là. Vous pourrez peut-être essayer de le faire. Donc, en tout cas, 0,0026 et je vais avoir des mols par litre seconde. Donc, calcule la vitesse en fonction du tétraoxyde de diazote. Bien, le tétraoxyde de diazote va disparaître à une vitesse de 0,0026 mol par litre par seconde. En B, on nous demande la vitesse de réaction. On va essayer de me prendre une autre couleur. Ça, je pense que c'est un mix que Eric m'a fait. Donc, la vitesse en fonction du dioxyde d'azote. Là, il faut comprendre. OK? Si lui, le principe est simple. À chaque fois que je perds une mole de mon réactif, parce que j'ai un coefficient de 1, à chaque fois que je perds une mole de mon réactif, il y a 2 moles de mon produit qui est créé. Donc, à chaque fois que j'ai une mole de réactif qui disparaît, j'ai 2 moles de produit qui est créé. Par conséquent, j'ai une proportion ici de 1 pour 2. Donc, la vitesse de formation du NO2 sera tout simplement 2 fois la vitesse selon le N2O4. Donc, on peut l'écrire comme ça. Excusez. Donc, V NO2. On met ici ça. V. On est à la bonne franquette, là. On est à la bonne franquette. Donc, pas du mon crayon. C'est qui m'a volé mon crayon? OK. Donc, 2 fois 0,0026 mol par litre seconde. Donc, la vitesse va être de 0,0052 mol par litre seconde. Là, pour compliquer, là, ça respecte les proportions stéchiométriques. Si lui, il disparaît, lui, il apparaît 2 fois plus vite. Donc, sa vitesse va être 2 fois plus grande. Donc, là, je double la vitesse. Tout simplement. Maintenant, pour le prochain cours, jusqu'à mon retour, donc tout simplement, on va prendre dans le gros cahier, à la page 253, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, la page 253, j'avais le numéro 1, 2, 3, côté graphique, on va attendre un petit peu. Donc, 1, 2, 3. Si j'attends. Le 6. 1, 2, 3, 6.
Et finalement, 8. Donc, 1, 2, 3, 6, 8. Fait qu'on se voit au prochain cours. Fait que bon travail. Je vous aime. Je vais continuer à me faire griller. Salut!